Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bien écoutez, merci je suis Franck Sentier, donc le délégué général de la Fédération Flamme. Je vous remercie d'être présent pour donc ce premier épisode de la saison 1 de notre web série, la web série qui s'appelle La transition énergétique en vrai, le live des élus. Voilà, donc vous allez avoir la chance ce soir d'échanger avec de vrais élus qui réalisent de vraies actions de transition énergétique sur leur vrai territoire. Voilà. Donc, puisqu'ils le font, c'est que c'est possible. Alors, pourquoi pas vous? Et donc, pour démarrer, je vais vous présenter très, très brièvement, pour ne pas perdre de temps, mais quand même, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, la Fédération Flamme et les ALEC. Et ensuite, les intervenants, et après, ça sera la parole aux élus. Donc, la Fédération Flamme, donc, qui est la fédération qui rassemble l'ensemble des agences locales de l'énergie et du climat de France. Voilà, et donc, évidemment, cette fédération elle a pour rôle de favoriser les échanges entre les ALEC pour partager les connaissances et voilà, et s'améliorer ensemble, mais la fédération a également pour but de faire connaître voilà, les compétences et ce que produisent les ALEC à l'extérieur également. Et c'est pour ça que, bon, voilà, par exemple, on réalise aujourd'hui ce webinaire. Et puis, si vous n'avez pas d'ALEC encore aujourd'hui sur votre territoire, eh bien, la fédération est là pour vous aider à créer une ALEC, voilà, si vous le souhaitez, pour voilà, accélérer la transition énergétique dans votre territoire. Donc, les ALEC, qu'est-ce que c'est? Une ALEC, en fait, c'est une association qui est créée à l'initiative des collectivités locales. Donc, ça peut être à l'échelon d'une métropole ou d'un département ou d'un pays, par exemple, d'un PETR. Voilà, ce sont un échelon, en tous les cas, infrarégional. La particularité, c'est donc que c'est créé à l'initiative des collectivités et que le président d'une ALEC est nécessairement un élu local. Donc, l'ALEC est là pour défendre l'intérêt général, mais elle est là pour accompagner, aider en fait la transition énergétique du territoire, et donc elle travaille avec l'ensemble des acteurs et des usagers de ce territoire, que ce soit les collectivités, les entreprises, les associations, les habitants, travailleurs, voilà, l'ensemble des acteurs et usagers. Et les ALEC sont là en fait dans la durée. Hein. Certaines ALEC ont plus de 25 ans. Elles sont là pour accompagner le territoire dans la durée et en proximité. Voilà, ce sont des acteurs vraiment de proximité et tiers de confiance. Voilà, donc le réseau des ALEC aujourd'hui, c'est 39 ALEC. Une 40e d'ailleurs, en fait, je devrais dire 40, parce qu'une 40e ALEC a été créée il y a 2 semaines sur la métropole de Strasbourg. Donc aujourd'hui, on est maintenant à 40 ALEC. Ça représente une force voilà, de pratiquement 500 salariés au sein de ces ALEC, experts des sujets d'énergie et de changement climatique. Et donc, le territoire couvert par ces ALEC, c'est à peu près un tiers de la population française, 22 millions d'habitants. Ça représente plus de 7000 communes et environ 300 intercommunalités. Donc, les ALEC, elles mettent en œuvre un certain nombre d'actions. On ne va pas rentrer dans le détail là, mais voilà, pour ceux qui connaissent, des actions, des dispositifs nationaux comme les espaces info-énergie ou espaces conseil fer, comme on dit aujourd'hui, les plateformes territoriales de rénovation énergétique et le conseil en énergie partagée, par exemple. Voilà, donc on ne va pas en dire plus ce soir sur ce sujet. Maintenant, donc, nous allons pouvoir démarrer ce premier épisode. Hein. Donc, la saison 1, c'est la collectivité consomme. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser, voilà, on va commencer par le commencement, épisode 1, donc par où commencer, voilà. Et donc, les élus qui sont présents vont pouvoir vous expliquer, voilà, comment ils ont commencé. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir, donc pour la commune de Saint-Just, dans l'Ain, Madame Catherine Flamand, qui est première adjointe à la commune. Bonjour Madame. Bonjour à tout le monde. Donc, première adjointe donc, à la commune de Saint-Just, une petite commune de moins de 1000 habitants dans le département de l'Ain, donc commune rurale. Donc, j'ai en charge l'urbanisme et tous les sujets donc, de rénovation énergétique, développement durable.
La commune de Saint-Just, on a signé une convention donc, avec ALEC dans le cadre du Conseil en énergie partagée en 2018 avec la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, la commune faisant partie de cette communauté de communes. Et donc, nous avons travaillé donc, avec Monsieur Chanas sur donc, le suivi énergétique pour une problématique sur le groupe scolaire. Donc, quand même, il faut préciser que ce suivi énergétique n'était pas du tout d'actualité dans les années précédentes. On a fait ça, donc, on a commencé en 2000. Le changement de chaudière, c'est 2019, donc on a fait ça en 2020. Donc, c'est un sujet nouveau pour la commune de se préoccuper de tout ce qui est donc, suivi énergétique, maîtrise de consommation d'énergie. Ce service nous a permis donc, de faire le suivi de consommation, comme je vous disais, de la chaudière, donc gaz naturel de notre école, que nous avons changé en 2019 parce que nous avons des consommations très importantes. Elle était ancienne, donc nous l'avons changée. Et en fait, il s'avérait que malgré le changement, après une année de chauffe, le résultat escompté n'était pas à la hauteur de ce qu'on pensait. Et donc, M. Chanas est intervenu et donc, il a fait ce suivi énergétique. Vous complétez, M. Chanas, si vous souhaitez. Et donc, effectivement, le suivi énergétique a permis vraiment d'identifier cette hausse de consommation par rapport aux années précédentes. Et il a regardé notamment ce qui se passait au niveau du fonctionnement du chauffage. Il y a eu des enregistrements de température qui ont été installés pendant l'année 2020 à plusieurs périodes, notamment au moment donc, de période d'hiver, avec des jours classe, pas classe, pour voir ce qu'il en était. Et à l'issue donc, de ces relevés de température, M. Chanas nous a préconisé donc, des actions à réaliser. Donc, il y avait des actions très simples, des abaissements de température, notamment les week-ends, et si possible, les nuits en semaine. Alors, c'est pas toujours très facile parce que notre système de régulation n'est pas optimal. Donc, il faudrait encore donc, intervenir et donc, du coup, investir. Mais au moins, déjà, on fait des abaissements sur les périodes donc de week-end et de vacances scolaires. Il faut dire aussi qu'on a besoin de faire des travaux d'isolation, puisque nous avons dans ce bâtiment un grand hall d'accueil qui fait aussi salle de motricité, garderie, avec un plafond très haut. Donc, on envisage d'abaisser le plafond et nous avons des ouvrants qui ne sont pas très hermétiques. Et là aussi, donc, ça nous a permis aussi de voir que ces ouvrants, il faudrait les changer. Et c'est un sujet qu'on va mettre à l'ordre du jour dans les investissements pour cette année, peut-être, mais sûrement pour l'année prochaine. Donc, c'est vrai que pour compléter rapidement un petit peu ce témoignage, le par où commencer, finalement, on regarde les consommations d'énergie. On identifie qu'il y a des postes de travaux sur lesquels on pourrait améliorer la performance énergétique. Là, c'était le changement de chaudière. Mais après, finalement, on se rend compte que ce suivi énergétique, il permet aussi d'identifier des choses qu'on n'avait pas attendues, comme cette hausse de consommation, qui est due simplement, les réglages de l'ancienne chaudière n'ont pas été appliqués sur la nouvelle. Donc voilà, il y a ce côté tremplin par le suivi des consommations qui permet d'identifier ces dérives. Puis après, derrière, c'est la suite du conseil en énergie partagée qui a permis les enregistrements de température, les conseils. Et finalement, Madame Flamand, si je puis me permettre, ça a permis de mettre le sujet de l'énergie autour de la table en conseil municipal. Oui, effectivement, comme je disais, c'est un sujet qui n'était pas du tout abordé par l'équipe municipale d'avant. Et là, on a été obligé, de par cette augmentation de consommation, de s'y intéresser quand même de plus près. Et du coup, c'est un sujet
qu'on a présenté donc, auprès des différents élus du nouveau conseil municipal et de sensibiliser tout le monde à ce nouveau sujet. D'autant plus quand on parle augmentation, consommation et que c'est un coût donc pour la collectivité. C'est sûr que là, il y a plus de personnes qui écoutent le sujet qu'on présente. Et M. Chanas est intervenu, donc, entre autres, lors d'un conseil municipal pour faire le retour de cette action. Et tout le monde a bien apprécié de comprendre aussi, parce que c'est important d'avoir après un exposé de tout ce qui est fait, avoir un compte-rendu pour comprendre l'action et ce qu'on va faire après derrière. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un réflexe quand même quand on pense, parce qu'on a d'autres projets, on est en train aussi de rénover d'autres bâtiments, on pense ALEC. Donc, c'est très bien. C'est très bien pour tout le monde. Et on espère que dans le prochain suivi énergétique, on verra une baisse des consommations cette fois. Ouais, là, oui. C'est en fait, voilà. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir des structures comme la vôtre pour aider des communes de moins de 1000 habitants. Nous, on n'a pas des services structurés avec des personnes en charge donc à temps plein de ces sujets importants. Et on est des touche-à-tout, mais on ne peut pas tout comprendre et tout connaître. Et c'est sûr que des structures comme la vôtre, c'est vraiment un apport important dont on a besoin. Et ça, moi, c'est quelque chose que je peux largement déployer auprès des autres collectivités qui ont la même typologie que la nôtre. Merci pour ce premier témoignage. On va donc maintenant passer au témoignage de la commune de Sifour dans le Var, donc avec Madame Afida Leguedar, qui est conseillère municipale déléguée au bâtiment et à l'environnement. Bonjour Madame. Bonsoir. Bonsoir, et qui est accompagnée de Madame Laetitia Kilissi, qui est la directrice développement durable également de la commune. Et donc, on va avoir les questions posées par Guillaume Anton, qui est chargé de mission énergie et territoire à l'Agence des politiques énergétiques du Var. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si Madame Kilissi nous a rejoint. Oui, je suis là. Bonsoir. Oui, vous êtes là. Bonsoir. Alors tout d'abord, en fait, nous, juste pour présenter un petit peu le contexte, c'est vrai qu'en tant qu'ALEC, on n'a pas participé au commencement de la démarche de Sifour, qui ne nous a pas attendu en tant qu'ALEC pour initier toute une démarche de suivi des consommations. Et c'est ce qui m'a semblé intéressant un petit peu de partager comme témoignage aux différentes collectivités qui participeront à ce webinaire. Et donc, voilà, j'ai préparé une série de questions pour un peu vous permettre de retracer le parcours de la commune de Sifour dans le suivi des consommations et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Donc, Madame Legdar, je vous laisserai répondre et puis éventuellement, Madame Kilissi complétera vos réponses. Avant tout, je voulais vous demander un petit peu pourquoi déjà avoir initié ce suivi des consommations et à quel moment ça s'est passé parce que ça remonte déjà à quelques années, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, nous avons mis ce plan d'action depuis 2009 et nous avons décidé de le mettre suite aux factures élevées de consommation telles que l'électricité qui s'élève à 500 000 € et le gaz à 200 000 €, en sachant que Sifour est une commune qui a un peu moins de 34 000 habitants. Ouais, quand même. Donc, ça pesait sur le budget de fonctionnement. Tout à fait. D'accord. Et comment ça s'est mis en place, ce suivi des consommations concrètement? Nous avons fait au départ, donc nous avons fait des diagnostics énergétiques. Ensuite, nous avons décidé de mettre en place le plan d'action et installer du double vitrage, changer les chaufferies et suivre les factures et surtout faire l'éducation des consommateurs. Donc, pouvoir les adapter et améliorer leur consommation. Ensuite, nous avons mené des enquêtes qui nous ont permis donc de créer un poste spécial qui est le poste d'économe de flux
et qui a pour mission en fait le développement durable. Ce poste, il est géré par la Direction générale des services et par un élu référent. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, le poste d'économe de flux, il est arrivé après, face au constat donc, des consommations élevées. Et qu'est-ce que ça a permis, en fait Alors, juste pour compléter, ça date d'il y a une dizaine d'années, on parlait beaucoup de développement durable, mais on en faisait peu au final. Il a fallu au départ prouver aux élus qu'il y avait une réelle rentabilité aussi, hein, au-delà du fait d'avoir une émission de CO2 moindre. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y avait quand même une part de dépenses de fonctionnement importante. Et donc, c'était de montrer qu'en fait, un tel poste, c'était intéressant pour la commune en termes d'économie de dépenses de fonctionnement. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas tout de suite été créé et on est parti sur des actions un peu pilotes pour prouver qu'il y avait des économies d'énergie. Bon, on a aussi beaucoup travaillé sur les économies d'eau. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quelque chose sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et donc, comme le disait Madame Le Gueddard, c'est suite aux différents diagnostics énergétiques et au travail sur certaines écoles, ce qui nous a permis de créer un poste d'économe de flux qui, à l'époque, était subventionné par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, le poste a été internalisé au sein même de la municipalité. Oui, il a été internalisé. Ce n'est pas un poste partagé, hein, comme ça peut exister aussi dans d'autres collectivités. Voilà. Et après, ça a été même renforcé, puisque moi, au départ, j'ai privilégié de ce poste. Et après, on a vraiment voulu donner notre dimension au développement durable et pas seulement… Une fois qu'on avait fait le défi, qu'on avait relevé le défi de dire, voilà, le développement durable, ça peut apporter à la collectivité. On était parti, bien sûr, sur les économies d'énergie, mais après, le développement durable ne se réduit pas seulement aux économies d'énergie. Donc, on a créé vraiment un poste de chargé de mission développement durable et avec une personne qui travaille plus particulièrement sur tout ce qui est suivi des factures énergétiques et du plan de rénovation sur la commune. En sachant que le choix a été fait en termes d'organisation, de faire dépendre ce poste directement de la Direction générale des services pour justement avoir une mission complètement transversale. Ce n'est pas une mission qui a un poste qui est hiérarchiquement au-dessus d'autres services. C'est vraiment un poste transversal et le choix a été fait de ne pas le faire dépendre des services techniques, justement pour pouvoir travailler avec l'ensemble des services. D'accord. Ça me permet justement de rebondir sur la prochaine question. Est-ce qu'il y a eu des difficultés à mettre en place ce nouvel outil et ce nouveau poste finalement? Parce que c'est vrai que dans les habitudes des fois des municipalités, la transversalité n'arrive pas de fait. Donc, comment ça s'est traduit sur le terrain? Alors oui, dans les collectivités, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la culture de la transversalité, hein, c'est assez un fonctionnement vertical. Donc, on a travaillé en fait en groupe, en mode projet, travaillé vraiment sur des actions spécifiques. On a fait des groupes de travail et on a eu la chance d'avoir l'impulsion des élus qui a été extrêmement importante parce que ça apporte de la crédibilité à l'action. Ça n'a pas été une personne, un fonctionnaire qui a dit voilà, moi je veux travailler sur ce projet. Non, c'est quelque chose qui a été porté par les élus, notamment la rénovation énergétique. Donc on a senti une véritable volonté et crédibilité du coup de l'action. Et les services, bon, je ne dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, mais il y a eu quand même, il a fallu montrer que si tout le monde s'y mettait, on pouvait avoir un résultat. Donc oui, le travail en transversalité, ce n'est pas facile, mais ça nous a quand même permis de voir nos modes de travail différemment. On a été accompagnés par la région, je parle beaucoup de la région, mais c'est la vérité parce qu'on était sur le dispositif collectivité lauréate Agir pour l'énergie à l'époque. Et donc, c'était un tout nouveau dispositif. Et on a été accompagnés justement par une assistance à maîtrise d'ouvrage pour mettre en place ce plan d'action et pour travailler en transversalité en mode projet. D'accord. Et je me retourne vers Madame Legdard. Du coup, en tant qu'élu, comment vous vous êtes approprié finalement ce travail qui est plutôt technique? Est-ce qu'il y a régulièrement des présentations, des suivis des consommations
qui peuvent être faits lors des conseils municipaux ou des différentes réunions entre élus? Alors, on va justement parler du conseil municipal. On aborde le sujet des factures, hein, des factures d'électricité et de gaz. On aborde aussi tout ce qui est consommation d'énergie et on essaye d'améliorer, justement. Alors là, par exemple, dans les écoles, on installe des horloges qui permettent de réguler la consommation lorsque les écoles ne sont pas occupées par les enfants, d'adapter en fait la consommation. Mhm. D'accord. Donc, c'était en 2009 que tout ça a commencé. Et aujourd'hui, parce qu'il y a quand même quelques années qui se sont écoulées, ça a débouché sur quoi en fait? Quel est le prolongement? Déjà, est-ce que le suivi, le poste d'économe de flux est toujours présent au sein de la municipalité? Et comment ça se passe aujourd'hui? Alors, juste avant de parler des perspectives, je me permets juste Oui. de revenir sur quelque chose qui me paraît important, parce que c'est très bien de travailler, qu'une municipalité travaille sur son patrimoine, et de montrer l'exemple sur son patrimoine. Donc ça, c'est ce qui a été fait. Mais après, c'est aussi d'accompagner la population à faire la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé à l'époque, c'était l'espace Info-Énergie, avec des permanences une fois par mois pour les administrés, et c'est quelque chose qui a beaucoup pris. Donc, vraiment, le maire de Sifour a souhaité à la fois travailler sur son patrimoine, mais aussi permettre à la population de pouvoir accéder à… Voilà, parce que c'est vrai, quand on valorise une action, quand on dit, voilà, ben, nous, on a fait 10 à 15% d'économie d'énergie, ben, vous aussi, vous pouvez essayer de faire la même chose chez vous, et on vous propose une permanence de l'espace Info-Énergie pour vous accompagner, pour vous expliquer tous les dispositifs qui existent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mené de pair, et ça a très, très bien fonctionné. Les Sifournais étaient très heureux d'avoir ces conseils gratuits. Voilà, avant de parler des perspectives, je vais laisser Madame Le Guettard après sur les perspectives, mais c'était juste quand même pour vous dire que c'était un axe important aussi de la politique en termes d'économie d'énergie de la ville. Il n'y a pas seulement le travail technique sur nos propres patrimoines, sur nos propres bâtiments, mais aussi toute une sensibilisation et un accompagnement. Et je remercie l'espace Info-Énergie parce qu'ils ont vraiment été à nos côtés et on a eu des très, très bons retours. Du coup, on va peut-être… merci en tout cas pour ces retours, ça fait toujours plaisir à entendre. D'autant que c'est assez inspirant parce que nous, aujourd'hui, on constate sur d'autres communes qu'on a plutôt la tendance inverse. Les municipalités connaissent l'espace Info-Énergie et vont décider d'améliorer leur patrimoine bâti, le bâti public, parce que les administrés ont bénéficié de cet accompagnement-là. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt la tendance inverse qui s'opère. Donc, c'est intéressant la dynamique qui s'est opérée sur Sifour. Peut-être pour conclure, oui, du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est depuis le suivi des consommations? On a entendu qu'il y a eu des premiers investissements qui ont été mis en place. Et aujourd'hui, on en est où? Je vais peut-être laisser Madame Le Guettard en parler. Oui, donc depuis aujourd'hui, on constate une baisse, donc, comme Madame Kilissi nous l'a indiqué, on a une baisse des factures de 10 à 15% sur la consommation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ALEC accompagne la population sur l'amélioration de leur consommation. Et depuis peu, TPM a créé sa plateforme qui s'appelle Bien chez soi et reçoit à la demande les propriétaires qui souhaitent justement avoir un projet énergétique dans leur maison, tel que la consommation, en fait, leur expliquer la consommation sur les heures creuses, l'installation de leur isolation, leur chaudière. Donc, on est toujours dans le conseil aux propriétaires, le conseil aux usagers. Et la ville de Sifour, donc, elle met tout en œuvre pour développer ce plan d'action, en fait. On souhaite vraiment une amélioration de la consommation. Et on veut même aller plus loin, puisque là, on met en place un plan de rénovation énergétique ambitieux sur les écoles, qui nous semble intéressant pour deux choses différentes, à la fois parce que c'est un patrimoine important de la ville et ça représente 20% quand même des consommations électriques et de gaz de la commune, mais aussi parce que ça accueille des enfants et que les enfants sont de très bons relais auprès de leurs parents.
Ça, on l'avait constaté déjà quand le tri a été mis en place dans les communes. C'est souvent les enfants après qui éduquaient les parents. Et là, on prend un peu le défi de se dire, ben voilà, on va faire une rénovation exemplaire et ambitieuse de nos bâtiments des écoles, hein, puisqu'on veut aller jusqu'à 40% d'économie d'énergie consommée. Et en se disant, ben, on va associer les utilisateurs, à la fois les enseignants, mais aussi les enfants et aussi tout le personnel, les agents techniques qui interviennent, hein, que ce soit les agents, les ATSEM, les personnes qui font l'entretien, mais aussi tous nos agents, parce qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui la gestion des chaufferies gaz en régie, de les former par rapport à cet aspect des économies d'énergie. Donc, on emmène tout le monde dans la même dynamique et on espère avoir de beaux résultats grâce à l'impulsion des élus, à la volonté, parce qu'il y a quand même un investissement non négligeable et les élus sont clairement… ils ont envie d'être exemplaires et c'est la raison pour laquelle ils mettent une part d'investissement importante. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie, avec pour ces retours plaisir. d'expérience. Ouais, merci beaucoup. Et la LEC nous accompagnera sur tout ce qui est sensibilisation des usagers, bien sûr. Merci. Merci pour ce témoignage. Alors juste, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, hein, mais surtout n'hésitez pas à commencer à mettre vos questions dans le chat, hein, on les relaiera donc à la suite du troisième et dernier témoignage. Voilà, vous pourrez poser vos questions et les élus y répondront. Donc voilà, je vais passer maintenant la parole donc à Monsieur Sébastien Lermite, qui est conseiller municipal dans la commune du Bon Repos sur Blavet, dans les Côtes-d'Armor. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis voilà, Monsieur Lermite va être interviewé par Benoît Heniel, qui est le directeur de l'ALECOB, donc l'ALEC de Ouest-Bretagne. Bonjour Benoît. Je vous laisse la parole. Benoît, ton micro est fermé. Oui, merci. Oui, donc l'ALECOB propose voilà, aux communes de son territoire ce fameux service de CEP, de conseil en énergie partagée. Et puis, du coup, il y a peut-être un an maintenant, un peu moins d'un an, on a rencontré la commune de Bon Repos sur Blavet pour présenter ce service-là. Mais je vais peut-être du coup laisser la parole à Monsieur Lermite pour présenter rapidement la commune. Du coup, bonsoir à tous. Donc, voilà une petite présentation de la commune. Donc, la commune de Est-ce que vous Bon pouvez Repos rapprocher un petit peu votre micro? Hop, Ouais. là, vous m'entendez mieux? Ouais, super, merci. Donc, la commune de Bon Repos sur Blavet, donc dans les Côtes-d'Armor, donc en centre-Bretagne, une commune rurale de 1300 habitants. Une commune nouvelle depuis le 1er janvier 2017, regroupant 3 communes déléguées. On va dire, on a une école primaire, 3 commerces dans les communes, dont 2 communaux, et donc un cabinet de kiné et d'infirmiers. Donc, on a comment dire, adhéré à l'ALEC, à l'ALECOB, là, donc c'était en fin 2020, hein, donc c'est tout jeune aussi dans notre démarche de municipalité. On voulait, on va dire, faire le point au niveau énergétique sur la commune, être aussi, on va dire, accompagné là-dedans, parce que on va dire, c'est quand même des sujets assez techniques et il faut avoir les compétences pour le faire. En étant une petite commune, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas forcément les budgets et les moyens pour le faire. Et donc, d'avoir ce service, on va dire, mutualisé qui est comment dire, qui est une cotisation au nombre d'habitants. Donc, ça a été aussi ce qui nous a séduit par rapport, on va dire, à l'économie envisagée derrière. Et on avait en fait comme problématique, on savait qu'on avait un bâtiment énergivore, un commerce énergivore qui posait des problèmes. Donc ça a été la base de la réflexion. On a eu également toute la commune a été répertoriée au niveau énergétique, au niveau facture de toutes les énergies en fait.
Donc, ce qui nous a permis de faire un point sur toutes nos consommations. Et on avait également on a également un projet d'extension de notre école primaire, donc avec une chaudière fuel, et on veut également avoir une réflexion sur l'énergie qu'on va mettre demain dans ce projet. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Si vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Agnel. Du coup, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a une particularité de Bon Repos sur Blavet où il y a 3 bourgs. Hein. Donc, le bilan énergétique de la commune a été réalisé. C'est pas moi qui l'ai réalisé, comme mes autres collègues intervieweurs. C'est mon collègue Vincent Collin qui a fait tout le travail. Mais voilà, c'est l'objectif, quoi, comme ça a été dit, hein, de quantifier toutes les consommations d'énergie et puis d'eau de la commune. Donc, ce bilan-là, il est tout frais. Il vous a été remis il y a quelques mois, je crois. Et voilà, à la connaissance, à la découverte de ce bilan, qu'est-ce qui vous a permis de réaliser, du coup? Oui, donc le bilan, on va dire, est tout jeune. Déjà, ce qui nous a apporté ce bilan, on va dire, de toute la commune, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la commune au niveau énergie, hein. C'est vrai qu'on va dire éplucher toutes ces factures d'énergie, c'est un sacré travail. Et donc, ça nous améliore la compréhension, on va dire, énergétique de la commune. Ça nous a montré aussi que il y avait des bâtiments qu'on pensait peut-être plus énergivores que ça, et finalement, c'était pas trop mal. Ça nous a permis également de mettre les priorités sur certains bâtiments pendant, on va dire, pour fixer les objectifs et les investissements du mandat. Donc c'est vrai que et également aussi, ça nous permet de prendre conscience de l'impact, on va dire, de la fréquentation d'un bâtiment, de l'utilisation d'un bâtiment par rapport, on va dire, à son énergie, euh, par rapport à sa fréquence d'utilisation. Donc ça nous a permis déjà ce bilan de mettre tout ça en avant. On a également fait, on va dire, je parlais tout à l'heure d'un bâtiment, d'un commerce énergivore. Là, on a fait une étude plus approfondie avec comment dire, l'agence, comment dire, le syndicat d'énergie, là, pour voir vraiment où étaient les problématiques sur ce logement. Donc, on a eu aujourd'hui comment dire, ce bilan, donc très complet également, avec on va dire, des pistes d'orientation par où il faut commencer en fait au niveau d'isolation de ce logement. Donc, ça va être bénéfique aussi pour nos décisions là-dessus. Et donc, en action, on va dire, à mettre en avant, ce qu'on a eu principalement, c'était, on va dire, des régulations de chauffage à faire on va dire, par des programmateurs, comme on le disait tout à l'heure également, à ne pas chauffer pendant la non-utilisation des locaux. Et également aussi des réflexions aussi sur les abonnements en fonction des puissances également, pour faire, on va dire, des économies budget sur la commune. Et donc, par la suite, là, c'est vrai que c'est tout jeune, hein, mais les réflexions vont être justement le mode de chauffage du projet d'extension de l'école du primaire, là. Et également, pour le commerce, comme c'est une chaudière à fioul, on va avoir une réflexion là-dessus également. Donc voilà. Nous, on a fait le tour. C'est vrai que le service aussi proposé, il a permis c'est dans le cadre du programme acté, du coup, de flécher du coup vos attentes, votre volonté de rénovation sur votre commerce, là, de flécher directement vers un dispositif qui existait au niveau départemental, quoi. L'idée, c'était vraiment de gagner avec ce bilan énergétique plus approfondi, c'était de gagner du temps, parce qu'on sait que monter un projet de rénovation sur on va dire un mandat, ça prend du temps. Donc, c'est vrai qu'on voulait avoir des bases assez vite là-dessus. Et concernant, on va dire, le bilan global de la commune, c'est vrai qu'on a voulu aussi aller assez vite là-dessus, avec un recul, on va dire, de 2 années de consommation, là. C'est vrai que on va dire le bilan de l'année prochaine sera, on va dire, plus représentatif, mais ça nous apporte déjà des pistes de réflexion.
D'accord. Merci pour ce témoignage. Donc, on a eu là les 3 témoignages. Maintenant, en fait, les questions sont à la salle. Donc, je vais mettre tous les différents intervenants de ce soir à l'écran pour que vous les ayez bien en vue. Et puis, vous pouvez poser… Alors, en fait, l'idée, c'était plutôt que vous posiez les questions dans le chat, mais bon, finalement, on n'est pas si nombreux que ça. Donc, voilà, si vous souhaitez poser vos questions à l'oral, on va pouvoir le faire. Mais enfin, on va déjà répondre aux questions qui sont déjà arrivées. Donc, il y a eu une première question par rapport au profil. Quel est le profil de l'économe de flux sur la commune de Sifour, en fait. Est-ce que votre micro est fermé, Madame Guédard? Vous m'entendez? Oui, parfait. Donc, je disais, j'avais répondu justement sur le chat. Donc, c'est un profil avec une formation scientifique, avec une notion de thermique, et surtout avoir un bon relationnel pour pouvoir travailler en transversalité avec les autres services et avec les particuliers et propriétaires. J'ai eu aussi une autre question. Alors, je ne sais plus c'est laquelle. Après, il y avait une question qui est sur est-ce que ce poste, donc je pense que c'est le poste d'économe de flux, est-ce qu'il permet de mieux préparer l'application de la directive tertiaire pour le recensement des bâtiments Il a un sens absolument nécessaire pour atteindre nos objectifs qu'on a demandés. Donc, c'est un poste qui est vraiment important et qui nous fait beaucoup avancer. Alors, est-ce qu'il y a comme autre question? Alors oui, une question sur est-ce que vous connaissez des expériences de postes d'économe de flux mutualisés à l'échelle d'une petite communauté de communes? Est-ce qu'on peut dire que le conseil en énergie partagée, c'est ça quelque part? Oui. Je vous laisse répondre. Vous m'entendez? Oui? Ah non, vous avez rééteint votre micro, madame. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bien. Oui. En fait, ça coupe, ça revient. Excusez-moi. Donc, sur une petite commune, c'est-à-dire autre que Sifour? C'est moi qui ai posé la question, si vous voulez que je précise. Donc, je suis maire d'une commune de 600 habitants et présidente d'une communauté de communes de 17 000. Et je me posais la question, parce qu'à 600 habitants, bien évidemment, on n'a pas de poste. On a 2 secrétaires de mairie à temps partiel et puis 2 employés municipaux, mais voilà. Et au niveau de la communauté de communes, comme on n'a quand même que 17 000 habitants, je me disais que c'est peut-être quelque chose qui serait intéressant. Alors nous, moi je suis en Savoie et on a le SDES, donc c'est le syndicat départemental d'électricité de la Savoie. Et on a aussi l'ASDER, je pense que ça correspond à l'ALEC, c'est l'association savoyarde du développement des énergies renouvelables. Donc je pense que c'est un ALEC ou une ALEC, d'ailleurs je ne connais pas l'acronyme. Donc et voilà, je me posais la question de la mutualisation d'un poste qui pourrait être financé par les communes, mais à l'échelle de 17 000 habitants. Voilà, est-ce que ça serait complémentaire de l'ASDER, du syndicat? Merci. Pour nous, c'est tout à fait complémentaire. Nous avons donc le soutien de la CIMELEC et aussi de l'ALEC. Et c'est vrai qu'après toutes ces recherches, on se rend compte que c'est avoir ce poste dans une commune, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on voit de suite l'évolution, on voit l'amélioration, on voit l'économie. C'est vrai que passer en fait à un certain échelon et un certain niveau de population, c'est mieux de l'internaliser. Mais la logique même, normalement, du conseiller en énergie partagée, c'est d'être mutualisé à l'échelle d'une intercommunalité. Madame Leguédard parlait du CIMIELEC. C'est vrai qu'avec le CIMIELEC, on a mis en place, donc on a répondu au programme acté pour justement mettre en place un économe de flux mutualisé entre plusieurs intercommunalités. Donc, on n'a pas été forcément très, très ambitieux dans un premier temps. L'idée, c'était de mettre le pied à l'étrier
pour les intercommunalités. L'objectif, c'est que chacune, dans le futur, puisse se doter de leur propre économe de flux ou de conseil en énergie partagée. C'est vrai qu'historiquement, si je peux me permettre, du coup, les postes d'économes de flux ont souvent été mutualisés au niveau de groupements d'interco ou de pays pour pouvoir voilà, avoir une masse suffisante du coup. Mais je vois les questions aussi souvent au sein d'une agglo, d'une communauté urbaine. Il y a souvent des postes d'économes de flux qui sont internalisés. Et voilà, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un seuil de peut-être 30, 40 000 habitants qui est intéressant dans cette idée-là de mutualisation. Je vous remercie pour vos réponses. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Alors, il y a une question, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'ALEC? On en crée une, par exemple. On se regroupe à plusieurs et on en crée une, ça c'est. Oui, bonjour. Ouais, mais je crois que nous, dans les Yvelines, il y a celle de 50 ans en Yvelines, mais qui est un peu loin. Parce que c'est lié à une communauté d'agglomération, c'est ça? En fait, les ALEC, elles sont à des échelles différentes, en fait, selon un peu le souhait des élus locaux. En fait, on va dire, ça va de une métropole, voilà, généralement une intercommunalité, mais c'est plutôt une métropole pour les territoires très urbains. Et puis, dans les territoires les plus ruraux, on a des ALEC qui sont à l'échelon d'un département. Et puis, donc, c'est par exemple le cas de l'ALEC 83. Et puis, ou l'ALEC de l'Ain. Et puis, à côté de ça, effectivement, il y a des ALEC qui sont à des échelons intermédiaires, comme l'ALECOB, qui est à l'échelon d'un pays, en fait. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir toute cette variété d'échelles, on va dire. Ça dépend un peu de la volonté de travailler ensemble de plusieurs intercommunalités. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que quand c'est un pays, c'est assez simple, puisque au sein d'un pays, on a l'habitude de travailler ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est assez logique. Ouais. En fait, au sein de la communauté urbaine, je regarde le site, là, on a une association qui s'appelle Énergie Solidaire, qui semble liée, qui est Espace Faire et qui est la relation de l'ADEME localement. Mais c'est pas formellement une ALEC, c'est un peu le même système, vous savez? Oui, alors il se trouve que je connais assez bien parce que j'ai été moi-même directeur de l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines il y a quelques temps. Donc, en fait, Énergie Solidaire, c'est une association qui met en œuvre à peu près le même type d'action qu'une ALEC. En fait, la différence, c'est que c'est une différence sur la gouvernance, en fait. C'est-à-dire qu'une ALEC, le principe, c'est que c'est un outil de la collectivité. C'est-à-dire que dans la gouvernance, il y a les collectivités et que le président d'une ALEC est forcément un élu local. Alors que voilà, ça c'est le principe de l'ALEC. Mais aujourd'hui, Énergie Solidaire, c'est une association qui n'a pas, à ma connaissance, qui n'a pas, on va dire, intégré les collectivités au sein de sa gouvernance. C'est une gouvernance plus associative, on va dire. Mais voilà, après, il faut savoir que sur certains territoires, on avait des associations qui étaient, l'ALEC de l'Ain, par exemple, en est un bon exemple. C'est ce que je voulais évoquer, Éric Duviel, donc vice-président de l'ALEC de l'Ain. Je voulais effectivement évoquer la transition entre notre association qui s'appelait Eliante et qui a souhaité, il y a quelques années, migrer vers une ALEC pour justement se rapprocher des collectivités et essayer de massifier un petit peu l'action de transition énergétique. Nous avons en cours une réflexion maintenant sur l'évolution de notre statut. Il existe des associations, mais je pensais aussi aux syndicats d'énergie dans les départements qui peuvent aussi être parfois un relais qui peut être intéressant et qui est souvent proche des collectivités, qui peut venir se substituer ou travailler en parallèle avec soit une ALEC si elle existe ou une association. Et c'est ce qui se passe nous dans le département de l'Ain. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, il y a une différence, on va dire, de philosophie entre les syndicats d'énergie et, on va dire, les ALEC. C'est qu'en fait, un syndicat d'énergie, finalement, la collectivité, elle délègue
sa compétence, elle confie sa compétence au syndicat d'énergie, qui après agit en son nom, alors que l'ALEC, en fait, c'est une association dans laquelle on a les collectivités sont partie prenante, et en fait, ce n'est pas de la délégation de compétences, mais c'est plus du travail finalement en commun. Et l'ALEC qui est vraiment l'outil de la collectivité, en fait. C'est ça un peu la différence. Et puis, bon, les ALEC travaillent travaillent aussi beaucoup sur le volet particulier, la sensibilisation, etc. Donc, elle travaille pour un peu tous les acteurs d'un territoire. Elle travaille pas uniquement pour les collectivités, elle travaille également sur d'autres sujets, d'autres acteurs, les entreprises même, ou les particuliers. Mais bon, c'est pas le sujet. Les copropriétés, voilà. Les copropriétés aussi, voilà. Par exemple. Ouais. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres… Il y en a une, du coup, Franck, sur est-ce que seuls les élus peuvent être à l'initiative de ces projets? Alors, je crois je peux laisser les élus répondre, mais je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, mesdames, messieurs les élus. Vous m'entendez? Oui. Oui. En tout cas, sur la ville de Sifou, le projet est venu des élus. Donc, en conseil municipal, on a pu en parler et à ce moment-là, on a pu développer le projet. Mais c'est parti en priorité des élus. Peut-être un complément, Éric Dubiel, donc de 01. Ce qui est aussi important, c'est de se rappeler que certains territoires, c'est le cas du département de l'Ain, peuvent être assez ruraux dans leur approche communale, en fait. Et donc, c'est vrai que les grandes collectivités peuvent avoir, comme je l'ai entendu, des personnels détachés. Mais je pense que le rôle de l'ALEC, c'est justement d'être fédérant pour l'ensemble des communes et d'être proche des communes pour venir aider. J'entendais le collègue élu de Bretagne, si j'ai bien compris, qui est sur une petite collectivité, et c'est tout le rôle, à mon sens, ou de Saint-Just, chez nous, dans le département de l'Ain, tout le rôle de nos ALEC que de venir aider ces petites collectivités à faire leur transition énergétique, parce qu'elles ont besoin, elles, de ces compétences techniques qui sont et clairement pas disponibles dans une petite commune, comme on peut l'avoir dans une grande collectivité. Oui, on a vraiment besoin d'un appui comme les ALEC. Et comme vous venez de le dire, on n'a pas les moyens, les ressources humaines, techniques pour mener à bien ce type de dossier. Hein. Donc, et par contre, c'est sûr qu'il y a un gros travail de communication, de présentation auprès de l'ensemble des élus, parce que nous ne sommes pas tous sensibles à ce sujet-là. Même si, quand on parle d'euros, augmentation de facture, là, ça parle plus. Mais bon, nous, on a signé donc cette convention donc avec Alex sur ce service en économie partagée. Et c'est vrai qu'au début, moi, je me rappelle, au niveau du conseil municipal, ça parlait à personne. À quoi ça correspond? Un CEP, à quoi ça correspond? Donc, il faut quand même bien informer, expliquer. Je pense que là, peut-être, il y a encore un travail de communication sur effectivement les plus petites communes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, notre collègue des Côtes-d'Armor. C'est effectivement un gros travail de communication qui est important et qui nécessite de la pédagogie. Et je crois que vous l'avez dit, un élu, je suis aussi par ailleurs élu, il est toujours aussi intéressé par les aspects financiers. Donc nous, historiquement, à l'ALEC et avant à Eliante, on approchait un certain nombre de personnes par le levier financier. Et puis ensuite, la plupart du temps, quand les gens ont compris que le levier financier, c'est que le début de l'action, eh bien, on arrive à fédérer autour des équipes, alors de nos techniciens, en l'occurrence à l'ALEC, fédérer des élus qui vont colporter l'information et c'est ce qui se passe, nous, dans le département de l'Ain. On est très contents, très heureux d'avoir en fait un vrai levier qui est en train de se mettre auprès de nos collectivités. Donc voilà, l'argent, puis après, la transition. Oui, et après, une fois, comme je disais tout à l'heure, une fois que l'ALEC est intervenu donc au sein de la commune, après, on a le réflexe, nous, en tant qu'élus, pour un autre projet, on a le réflexe après de solliciter l'ALEC. La fameuse transversalité. Exactement. Voilà. En tous les cas, c'est vrai que pour qu'une nouvelle ALEC se crée, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique, en fait, au moins de quelques élus, de quelques communes, de quelques
éventuellement intercommunalité, et puis pour que le projet puisse démarrer. Puis ensuite, voilà, après faire adhérer d'autres communes, d'autres intercommunalités sur un territoire qui a du sens, quoi, qui reste suffisamment petit pour que l'ALEC puisse être en proximité, parce que c'est vraiment ça son rôle, c'est d'être vraiment au plus près de tous les acteurs. Bon, je ne sais pas si on a d'autres questions. De toute façon, on arrive à la fin de notre heure prévue. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je pense. Est-ce que les personnes dans l'assistance souhaitent poser des questions oralement? Non? Ben, écoutez, en tous les cas, merci beaucoup voilà, aux intervenants. Merci également aux participants. On espère que, voilà, que cette petite session d'information de ce qui se fait en vrai sur les territoires vous aura inspiré et vous permettra d'avancer, de continuer à avancer vers la transition énergétique dont on a tant besoin. Merci beaucoup. Et puis donc, comme vous le savez, c'est que le début d'une longue série. Hein, donc, le prochain épisode, qui sera donc l'épisode numéro 2 prévu le 20 mai, c'est le sujet, ça sera, voilà, une fois qu'on a commencé, quelles sont les premières choses que l'on peut faire pour pouvoir commencer à réduire sa facture d'énergie, les premières actions sans trop investir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? On en parlera plus en détail dans l'épisode 2. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.